Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Armée de terre. Ce vendredi 16 septembre, sur l'aéroport de Castres, ont eu lieu les premiers largages de parachutistes, donnant le coup d'envoi de l'exercice Manticore. Parti tôt dans la matinée du pôle national des opérations aéroportées, le PNOAP, basé près de Toulouse, près de 500 parachutistes, principalement des légionnaires venus de Calvi pour l'occasion, ont pris d'assaut une zone aéroportuaire. Le but de cette première étape, soutenue par des hussards parachutistes du 1er RHP, des sapeurs du 17e RGP et des artilleurs du 35e RAP, était de simuler une entrée en premier dans un pays en guerre. Un scénario qui n'est pas sans rappeler quelques souvenirs au patron de la 11e brigade parachutiste, le général Benoît Desmeules, qui avait sauté sur Tombouctou à la tête de ses légionnaires du 2e REP en 2013. Manticore devrait rassembler près de 3000 militaires issus de la 11e brigade parachutiste, de la 4e brigade d'aérocombat et du commandement des forces spéciales terres sur une zone qui couvrira l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et l'Auvergne-Rhône-Alpes. En jeu, réaliser un exercice de grande ampleur sur plusieurs semaines dans un contexte de combat de haute intensité, face à un ennemi équivalent ou supérieur en nombre et en matériel. Manticore préfigure ainsi le futur exercice majeur des armées Orion, qui se déroulera en 2023, avec près de 10 000 hommes des trois armées et des détachements internationaux, comme le souhaitait le chef des armées, le général Burkhardt. Pendant les prochains jours, une équipe de Défense Zone sera sur le terrain pour vous faire suivre au plus près ce plus gros exercice de l'année 2022. Feu de forêt. Ils pensaient avoir passé le plus difficile et pourtant les sapeurs-pompiers de Gironde ont à nouveau été mis à rude épreuve. Le lundi 12 septembre, un gigantesque incendie s'est déclaré dans le secteur de Somos, dans le Médoc, nécessitant l'envoi de 900 soldats du feu, de la Gironde, mais aussi des départements voisins et même des renforts nationaux. Dans le ciel, il faudra l'intervention de 3 Canadair, 2 Dash 3 et 3 hélicoptères bombardiers d'eau pour tenter de contenir la progression des flammes. Il aura fallu finalement près de 3 jours pour stopper la progression du feu qui a ravagé plus de 3400 hectares, détruit 4 maisons et nécessité l'évacuation de 840 personnes. Police nationale. Il aura fallu plus de 4 mois d'enquête aux policiers des Bouches-du-Rhône pour démanteler un réseau de détrousseurs de passagers de TGV. Le mode opératoire des malfrats était bien rodé, billets valides en poche, ils sévissaient dans les wagons de première classe entre Paris et Nice et Lyon et Genève. L'un d'eux était même déguisé en femme pour ne pas éveiller les soupçons. Profitant de l'inattention de certains voyageurs, il fouillait les affaires personnelles des passagers à la recherche de produits de luxe. C'est finalement dans un appartement marseillais, à quelques mètres de la gare Saint-Charles, que les policiers ont appréhendé les membres du réseau. À leur grande surprise, le logement était rempli d'objets volés, montres, sacs, appareils photo et autres produits de valeur, ainsi que de l'argent liquide pour un total estimé à plus de 300 000 euros. Les enquêteurs ont réussi à trouver cet appartement, ce qu'on appelle un peu Alibaba, c'est-à-dire qu'avec ce que vous avez ici, c'est assez incroyable et ça a été une surprise parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait autant de stock, a déclaré le commissaire divisionnaire David Brugère, chef de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône. Désormais écroués, les détrousseurs risquent jusqu'à 7 ans de prison. Cyber. Jeudi 15 septembre, la Commission européenne a proposé un nouveau texte de loi visant à encadrer la sécurité des produits numériques et appareils connectés. Sans parler des téléphones portables, depuis plus d'une dizaine d'années, ce type d'appareils sont de plus en plus présents dans la vie quotidienne, notamment en matière de domotique, mais aussi jusque dans les jouets offerts aux enfants. Le Cyber Resilience Act vise à donner un cadre légal et des règles d'encadrement pour tous les produits, je cite, comportant des éléments numériques. Si les services en ligne, quand ils ne sont pas liés à un produit, le secteur médical et aéronautique sont exclus, bénéficiant eux déjà de règles propres, le Cyber Resilience Act souhaite prendre en compte tout le reste, des smartphones jusqu'aux navigateurs et systèmes d'exploitation. Les ordinateurs, les téléphones, les appareils ménagers, les dispositifs d'assistance virtuelle, les voitures, les jouets, chacun de ces centaines de millions de produits connectés peut servir de porte d'entrée à une cyberattaque. Pourtant, aujourd'hui, la plupart des produits matériels et logiciels ne sont soumis à aucune obligation en matière de cybersécurité. En introduisant la cybersécurité dès la conception, l'acte législatif sur la cyberrésilience contribuera à protéger l'économie européenne et la sécurité de tous, a déclaré Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur. Ministère des Armées.
Deuxième acteur de l'État en matière culturelle, le ministère des Armées s'associe cette année encore à la 39e édition des Journées européennes du patrimoine, les JEP, qui se dérouleront le 17 et 18 septembre autour du thème « Patrimoine durable ». Pour l'occasion, le ministère ouvrira 91 sites au public, soit 11% de plus que l'édition précédente. Des animations reposant sur des activités ludiques, des représentations théâtrales, des simulations et des reconstitutions historiques auront lieu en Île-de-France, comme à l'école militaire et au service historique de la Défense, mais également en région, notamment au Musée national de la Marine de Brest, au Musée des troupes de montagne à Grenoble et au Musée mémorial des parachutistes à Pau. Ce sera aussi l'occasion de présentation de matériel, notamment à la caserne Carnot, base pétrolière interarmée, et à la préfecture maritime de l'Atlantique. Des espaces dédiés à la découverte de métiers patrimoniaux, notamment au musée de l'armée, à l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. La Marine nationale, quant à elle, ouvrira de manière exceptionnelle 6 de ses sémaphores. Les JEP seront aussi l'occasion de la 5e édition du Salon du livre de l'armée de terre aux Invalides. L'équipe de Défense Zone vous y accueillera pour la présentation de la nouvelle édition de l'ouvrage Le choix de l'engagement, un témoignage d'anciens élèves de la promotion commandant de Cointet, de Saint-Cyr, 25 ans après leur entrée comme jeune élève officier, et la présentation du livre photo Légionnaire. Ukraine. Lancé au début de l'été par le Royaume-Uni, le programme de formation des soldats ukrainiens fait des émules sur le sol européen. Les Danois avaient déjà dépêché en Angleterre une centaine d'instructeurs pour renforcer leurs homologues britanniques, dont l'ambition était de former 10 000 Ukrainiens en 120 jours. Le 13 septembre, le ministre de la Défense danois, Morten Botskov, a annoncé que son pays irait encore plus loin en accueillant sur son sol des entraînements au profit des militaires ukrainiens. Quelques jours plus tôt, ce sont les Espagnols qui, à leur tour, communiquaient sur le lancement d'un programme de formation. L'Espagne se prépare depuis des semaines à l'arrivée de contingents militaires ukrainiens qui seront formés sur la base de notre pays, expliquait un communiqué de presse du ministère de la Défense. Le centre de formation sera situé à Saragosse, une base qui accueillait déjà les militaires ukrainiens venus se faire soigner et récupérer des combats. Désormais, le camp abritera aussi des espaces d'entraînement, notamment pour la mise en œuvre de chars, de systèmes de missiles, mais aussi pour de la formation médicale, du génie et des cours tactiques. Toujours dans son communiqué, Madrid précisait que ce type d'action n'était pas nouvelle pour les militaires espagnols qui avaient déjà participé à l'entraînement des armées afghanes, irakiennes et maliennes. Ukraine encore. Les Césars ne seront bientôt plus les seuls canons français sur le sol ukrainien. C'est une information divulguée par le journaliste Jean-Dominique Merchet de l'Opinion. La société S2M Équipement devrait fournir prochainement plusieurs canons TRF-1 aux artilleurs ukrainiens. L'entreprise française de Montlouis-sur-Loire, spécialisée dans la remise en état et la modernisation de matériel, a donc été choisie par Kiev pour livrer un nombre encore indéterminé de canons tractés de 155 mm. Pour rappel, le TRF-1 fut utilisé pendant plus de 30 ans par l'armée française. La dernière unité en disposant était, il y a encore quelques mois, le 5e régiment interarmes d'outre-mer de Djibouti. La vente de canons français a été validée il y a quelques jours par la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre. Allemagne. Décidément, rien ne va plus entre Paris et Berlin. Depuis plusieurs mois, les programmes industriels franco-allemands semblent à la peine. L'exemple le plus frappant reste celui de l'avion nouvelle génération, SCAF, qui oppose Dassault et Airbus DS et qui, pour le moment, peine à progresser faute d'entente entre les deux constructeurs. Mais la brouille ne semble pas s'arrêter là. Le 12 septembre dernier, le général Eberhard Zorn, le chef d'état-major de la Bundeswehr, déclarait devant le Conseil fédéral des affaires étrangères, la DGAP, qu'il souhaitait, je cite, des matériels qui volent, qui roulent, qui voguent et qui sont disponibles sur le marché. Pas de développement de solutions européennes qui, au final, ne marchaient pas. Je ne citerai pas d'exemple ici, ce serait presque du dénigrement des entreprises. Fin de citation. Si l'allusion à l'hypothétique avion européen ne semble faire aucun doute, d'autres projets seraient évoqués à demi-mot selon plusieurs spécialistes. En premier lieu, le MGCS, le remplaçant des chars Léopard 2 et Leclerc, dont le développement doit être assuré par le français Nexter et l'allemand Rheinmetall. Dans son discours, le général n'a pas caché son intérêt pour une solution alternative, à savoir le KF-51 Panther du constructeur allemand. Outre le SCAF, et peut-être le MGCS, d'autres projets démontrent une divergence de vue entre la France et son voisin d'outre-Rhin. Citons le programme MAWS pour Maritime Airborne Warfare System, de renouvellement des avions de patrouille maritime français Atlantique 2 et allemand P3C Orion, bien mal engagé suite à l'achat par Berlin de 5 P8A Poséidon de l'américain Boeing.
et le retrait de l'Allemagne du développement du nouveau standard Mk3 de l'hélicoptère Tigre. Dernière possible brouille en date, Berlin vient d'annoncer avoir sélectionné le Arrow 3 de l'israélien IAI pour fournir le système de bouclier antiaérien et antimissiles, alors que la France et l'Italie développent leur propre système, l'Aster Block 1NT. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace Premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.